Bonjour, mesdames, messieurs. Ce séminaire porte sur les déplacements internes des populations victimes des conflits en Afrique. Ce sujet est un sujet très important. Lorsqu'on fait une observation des situations conflictuelles en Afrique, l'on peut que s'émouvoir de la situation des personnes déplacées de l'intérieur. Face aux violences des conflits, les populations victimes fuient en emportant avec elles que le strict minimum pour survivre dans l'espoir d'un retour dans les meilleurs délais. Les gens parcourent ainsi de longues distances dans des conditions extrêmement difficiles pour trouver un refuge sûr, loin des combats et des exactions de toutes sortes. Épuisés, certains s'arrêtent pour attendre désespérément des secours et provoquant ainsi des décès. Les enfants perdent contact avec leurs parents et ils sont victimes des violences et des abus sexuels. Victimes des violences et des discriminations, les femmes sont également prises au piège des trafics divers d'êtres humains. Leur survie à tous dépend de la bonne volonté de ceux qui les accueillent, des agences humanitaires et des forces de défense et de sécurité de l'État. L'article 25 des principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays rappelle que la responsabilité de protection des personnes déplacées incombe en premier lieu aux autorités nationales. Cependant, le deuxième paragraphe de cet article nous dit que les organisations humanitaires internationales et d'autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées de l'intérieur de leur propre pays. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit à l'assistance et à la protection. La protection consiste dans le soutien donné aux personnes dans le domaine juridique de défense de leurs droits, dans le dialogue avec les autorités et dans la coordination des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Pour sa part, l'assistance consiste dans la fourniture d'aides matérielles, d'aliments, de vêtements, de logements, de soins médicaux, parmi d'autres. Après évocation de ces faits, la question principale est donc celle de savoir quelle est l'effectivité et comment garantir l'efficacité du cadre juridique national et international applicable au déplacement des populations victimes de crises ou de conflits. La réponse à cette question pourrait laisser croire qu'il s'agit simplement de livrer une analyse exégétique et dogmatique du droit applicable aux personnes déplacées victimes des conflits. Mais il faut aller au-delà de la simple description juridique de la situation factuelle des personnes déplacées à l'intérieur. Il faut regarder quelles sont les implications juridiques et sécuritaires qui découlent de cette situation. Au travers de la question principale que je viens de poser ci-dessus, il s'agit de rechercher quelle est l'effectivité et l'efficacité du dispositif juridique
internationale et éventuellement nationale qui s'applique à la situation des personnes déplacées de l'intérieur. Au fond, il s'agit de chercher à mieux comprendre les principes juridiques applicables, de mieux cerner les problèmes sécuritaires, socio-économiques qui sont corrélés par ces mécanismes juridiques et qui sont la conséquence de ces déplacements involontaires des populations. Au vu de ces éléments, je dirais que l'hypothèse que nous pouvons défendre dans le cadre de ce séminaire est celle de dire que le cadre juridique national et international relatif aux personnes déplacées de l'intérieur est actuellement limité et insatisfaisant. Il est nécessaire de l'améliorer et de le renforcer avec une législation spécifique comportant des mécanismes opérationnels pour améliorer l'efficacité de la protection des populations déplacées victimes de crises ou conflits. Pour développer cette hypothèse, nous allons analyser dans une première partie l'effectivité limitée de la protection des personnes déplacées de l'intérieur, puis dans une seconde partie, nous évaluerons l'efficacité controversée de la protection des populations déplacées victimes des crises et des conflits, au travers notamment des implications juridiques et sécuritaires découlant de leur vulnérabilité. Alors regardons cette première partie, qui porte sur ce que nous avons appelé l'effectivité limitée de la protection des personnes déplacées à l'intérieur victimes des conflits. Pour saisir cette effectivité limitée, il sied d'abord de discuter la portée et la pertinence des instruments juridiques et des outils opérationnels avant de montrer les insuffisances de ce cadre juridique. En ce qui concerne donc la portée et la pertinence du droit applicable, il faut rappeler que le droit international admet que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou groupes de personnes qui ont été forcées ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État. Cette définition, elle est très importante. Elle est posée par l'article 1, paragraphe K de la Convention de Kampala et dans les principes directeurs relatifs aux personnes déplacées de l'intérieur. Alors, à la base de cette définition, nous avons deux éléments fondamentaux qui se dégagent, à savoir un départ involontaire, premièrement, et deuxième élément, c'est le fait que la personne n'a pas franchi la frontière internationale de son pays, se déplace à l'intérieur de ce pays. Cependant, cette définition ne donne pas aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays un statut légal spécial, comme c'est le cas du statut de réfugié qui confère à ces personnes un certain nombre de droits et une protection internationale, sur la base de la Convention de 1951. Or, dans le cas des personnes déplacées, le statut reste flou. Comme le souligne d'ailleurs dans un article Christelle Cournil, la protection du déplacé interne est aux confins de plusieurs droits. Droit national, droit international public, droit international humanitaire, droit international des droits de l'homme, droit d'intervention en cas de catastrophe. Donc,
il faut comprendre qu'il y a une forme de fragilité juridique qui pèse sur la situation des personnes déplacées à l'intérieur. Cette protection des personnes déplacées à l'intérieur est pourtant garantie par plusieurs instruments d'inégale portée normative, et la pertinence juridique de chaque instrument varie en fonction de son statut. Mais pour résumer tout ça, on peut d'abord invoquer le droit international coutumier, notamment le droit international humanitaire coutumier au travers des règles 129 à 133, les principes directeurs sur les personnes déplacées à l'intérieur, la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'ailleurs la Cour africaine des droits de l'homme, dans les affaires Anudo et Mango contre la Tanzanie, a confirmé le statut coutumier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En ce qui concerne les principes directeurs, il est établi que ces principes directeurs reflètent et sont en accord avec le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire. Et dans une large mesure, ces principes codifient, tout en les explicitant, les garanties pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. C'est donc dire que la Déclaration universelle et les principes directeurs, ces deux textes ont acquis un caractère coutumier qui devra donc s'imposer à l'État. Et d'ailleurs, c'est ce que pense Laura Arena Peralta lorsqu'elle souligne dans un article qui est très intéressant, que vous pouvez trouver sur Internet. Je ne vais pas insister outre mesure sur cet article. Et pense donc que ces principes constituent un droit international coutumier parce qu'ils reflètent une pratique étatique étendue, représentative, uniforme et acceptée. Et que l'invocation des 10 principes par une juridiction européenne, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Dogan et autres contre la Turquie en 2004, apparaît comme un indice sérieux sur la valeur coutumière de ces principes. Ce qui d'ailleurs a été confirmé par les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Chitané et autres contre le Guatemala, où la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est référée aux principes directeurs sur les personnes déplacées à l'intérieur pour les lier à l'article 22 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Oui, donc, sur ce plan-là, l'on peut dire aujourd'hui qu'il est indiscutable que ces deux textes ont un caractère coutumier et donc peuvent s'appliquer aux situations des personnes déplacées à l'intérieur. Ensuite, il y a le droit international conventionnel, le droit international humanitaire conventionnel, notamment l'article 17 du protocole 2 et l'article 3 commun aux conventions de Genève. On peut aussi citer le droit international des droits de l'homme au travers spécifiquement des deux pactes de 1966, la Convention contre la torture, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention contre les discriminations à l'égard des femmes et les autres textes pertinents, y compris certains textes en matière de justice pénale internationale et plus précisément le statut de la Cour pénale internationale. Donc nous avons là beaucoup de textes. Sur le plan régional africain, on pourrait évoquer la Convention de Kampala, la Charte africaine des droits de l'homme, plus spécifiquement les articles 12, 16 et 18, et le protocole des Grands Lacs sur les personnes déplacées de l'intérieur. Alors, en ce qui concerne ce protocole
que je viens de citer, l'élément novateur est le fait qu'il reconnaît que les acteurs non étatiques et les membres des groupes armés peuvent être tenus responsables pour leur rôle dans les déplacements internes involontaires ou forcés. En vue de lutter contre l'impunité, la Convention prévoit l'engagement de la responsabilité des groupes armés pour des violations des droits de l'homme commises contre les personnes déplacées à l'intérieur. Donc, ces groupes armés, les membres de ces groupes armés, peuvent être tenus pénalement responsables des actes qu'ils posent contre les personnes déplacées à l'intérieur, des actes violant les droits de l'homme ou le droit international humanitaire. Donc, l'on voit bien que la situation des personnes déplacées à l'intérieur est une situation complexe. Alors, mais pour avancer, on peut revenir sur les éléments de qualification. En ce qui concerne donc la qualification juridique des situations factuelles, comme d'ailleurs l'a établi la Cour suprême des États-Unis en 1862 dans les affaires de prise, la guerre est une question de droit. La guerre est une question de droit et pas seulement une question de fait. C'est la Cour suprême des États-Unis qui le dit dans une vieille affaire appelée l'affaire des prises qui a été jugée en décembre 1862. Pourquoi j'évoque cet arrêt? Tout à l'heure, j'ai parlé du droit international humanitaire coutumier. J'ai parlé du droit international humanitaire conventionnel comme étant des instruments juridiques qui s'appliquent aux situations des personnes déplacées à l'intérieur. Alors, lorsqu'on soulève ce corpus juris du droit international humanitaire coutumier et conventionnel, il y a des objections qui sont soulevées en disant mais ce n'est pas une guerre, la situation qui est à l'origine des déplacements. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un conflit, c'est une situation d'ordre public, une situation de sécurité publique, c'est une situation de crise, il n'y a pas de guerre, donc vous ne pouvez pas invoquer les instruments du droit international humanitaire, puisque ces instruments sont censés s'appliquer qu'aux situations de guerre. Or, le cas qui nous concerne, et c'est la qualification qui est donnée, le cas qui nous concerne n'est pas une situation de guerre. Parce que vous avez beaucoup de gouvernements qui nient, qui disent non, ce n'est pas une guerre, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est une situation de crise intérieure, c'est une tension qui va être résolue. Bref, puisque ce n'est pas une guerre, vous ne pouvez pas convoquer les instruments juridiques qui, eux, s'appliquent aux guerres. Et là, nous n'avons pas fait une guerre. Donc, les textes que vous invoquez, notamment l'article 17 du protocole 2, l'article 3 commun aux conventions de Genève, les principes du droit international humanitaire coutumier, les règles 129 à 132 que j'ai soulignées plus haut, tout ceci est inapplicable à la situation qui génère les déplacements intérieurs, puisqu'il s'agirait que d'une crise intérieure, d'une tension ou des activités de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que je rappelle cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis, donné en décembre 1862, et qui dit que la guerre est une question de droit et pas seulement une question de fait. C'est donc pour montrer que la guerre est une situation dans laquelle une nation fait valoir son droit par la force. C'est la définition que l'on va donner. Mais, dans la même affaire que je viens d'évoquer, il y a le juge Grier, qui était membre de la Cour suprême des États-Unis, qui a donné une opinion individuelle à l'affaire des prises. Et le juge Grier dit ceci, et c'est très important, le fait que le conflit
puisse être décrit comme une insurrection par l'une des parties et que les insurgés soient considérés comme des rebelles ou des traîtres n'enlève rien au caractère de guerre civile opposant les parties belligérantes. Je voudrais rappeler cette opinion individuelle du juge Guerre qui est très importante. Parce qu'il dit que le fait que le conflit puisse être décrit comme une insurrection par l'une des parties, donc ça peut être l'État, le gouvernement, et que les insurgés soient considérés comme des rebelles ou des traîtres, et j'ajouterai aujourd'hui comme des terroristes, n'enlève rien au caractère de guerre civile opposant les parties belligérantes. C'est une guerre. Il n'est donc pas nécessaire pour le juge Guerre que, par exemple, l'indépendance de la province ou de l'État en révolte soit reconnue pour que cette partie constitue une partie belligérante dans une guerre conformément aux droits des gens. Oui. Donc la qualification est importante. Et la qualification, c'est une qualification juridique. Ce n'est pas parce qu'une partie dit qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme que sur le plan du droit, nous allons nous exonérer du devoir de qualifier cette situation de conflit et par conséquent de la rattacher à l'applicabilité du droit international humanitaire. Même lorsqu'on dit que l'armée gouvernementale ne s'attaque qu'à des traîtres, oui, mais cela n'enlève à rien à la qualification juridique qui est celle d'un conflit qui doit être placé sous le couvert du droit international humanitaire, coutumier et conventionnel. C'est donc dire que le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux s'applique à cette situation, notamment l'article 17 du protocole 2 que j'ai évoqué. Toutefois, l'interdiction générale qui est posée dans l'article 17 est limitée elle-même par la règle coutumière 129b qui prescrit que les parties à un conflit armé non international ne peuvent ordonner le déplacement de la totalité ou d'une partie de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit. La nuance est importante, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent. Sauf dans les cas où la sécurité des civils ou les impératifs militaires l'exigent. On peut donc dire que les personnes déplacées de l'intérieur à l'occasion d'un conflit armé interne bénéficient du droit de recevoir l'assistance nécessaire à leur survie et sont protégés par le droit international humanitaire. Ce principe est établi par la règle coutumière 131 qui précise que, en cas de déplacement, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des conditions satisfaisantes de logement, d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'alimentation, et afin que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres. Ça, c'est la règle 131 qui le dit. Elle est très importante. Cette règle condense toute l'assistance qui doit être mise au profit des personnes déplacées de l'intérieur. Et ces personnes ont également le droit de retourner après le conflit ou après la calmie générale dans les lieux de leur habitation habituelle. Parce que les règles coutumières 132 et 133 prescrivent clairement que les personnes déplacées ont le droit de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de leur déplacement ont cessé d'exister. Et par ailleurs, les personnes déplacées conservent leurs droits de propriété qui doivent être respectés. Cette position de principe prescrite
par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis sa résolution 853 du 29 juillet 1993 au sujet des secours humanitaires dans le Sud-Caucase est aujourd'hui une position constante, consolidée. Cependant, il faut également rappeler que le droit international humanitaire, comme je l'ai indiqué, n'est applicable aux situations de guerre, aux situations de conflit. En d'autres termes, ce droit international humanitaire n'est pas applicable en situation de troubles intérieurs, de tensions internes, d'émeutes, d'actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues qui ne sont pas considérés comme des conflits armés, comme il est clairement établi par l'article 2, paragraphe 1er du protocole additionnel 2. Donc, je rappelle qu'il y a des situations qui font que le droit international humanitaire s'applique. C'est des situations donc, de troubles intérieurs que j'ai évoqués, des tensions internes, des meutes, d'actes isolés, etc. Donc on est, vous voyez, d'un côté, je disais tout à l'heure que peu importe la qualification, mais en même temps, j'introduis une nuance en disant il y a des situations qui font ou qui justifient l'inapplicabilité du droit international humanitaire. Et ceci est d'ailleurs même conforté par l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui interdit aux tiers États comme diverses organisations de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État. Oui. Donc d'un côté, il y a une possibilité qui est ouverte, de l'autre, il y a des restrictions. Le statut de la Cour pénale internationale introduit une nuance en ce qui concerne les crimes de guerre, notamment l'article 8, alinéa E. Cet article montre clairement que le droit international humanitaire, qui est violé parce qu'un crime de guerre a été commis, et que la qualification donc, des crimes de guerre à l'article 8 alinéa E s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée, oui, de manière prolongée. Donc, comment va-t-on évaluer que c'est de manière prolongée? Sur le territoire d'un État, les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. Oui. Il y a déjà des incertitudes. En quoi on peut dire qu'il s'agit d'un conflit qui se prolonge? Quel est le timing? Cet article 8, alinéa a un autre paragraphe. C'est le paragraphe 2. Et ce paragraphe 2, alinéa C et E, apporte une précision en disant que rien dans le paragraphe 2 n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes. Or, lorsqu'on dit par tous les moyens légitimes, y compris la force est un moyen légitime. Je rappelle que le droit international humanitaire n'interdit pas la guerre, n'a pas pour objectif d'interdire la guerre. Le droit international humanitaire est là pour encadrer un certain nombre de comportements pendant la guerre et apporter une assistance humanitaire aux personnes, une protection juridique aux personnes qui ne combattent pas ou qui ne combattent plus comme les prisonniers de guerre. Vous voyez, puisque la guerre n'est pas interdite, donc le recours à la force, par exemple en cas de légitime défense, article 51 de la Charte des Nations Unies, ou en cas de légitime défense collective, chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la guerre peut être déclenchée. Donc, vous voyez la complexité juridique qu'il y a
a adossé le statut des personnes déplacées intérieures à la qualification juridique de la situation factuelle, c'est-à-dire répondre à la question juridique de savoir s'il s'agit d'un conflit armé ou non, afin que l'on puisse mobiliser le droit international humanitaire. Donc c'est très délicat en fait. Alors, montrons dans une deuxième articulation les insuffisances de la protection juridique des personnes déplacées de l'intérieur. La première insuffisance, elle est mise en lumière par un ancien rapporteur spécial sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur en la personne de Chaloka Béani. Chaloka Béani dit dans un rapport que la protection prévue par les législations nationales pour ce type de situation est rarement suffisante. Et la mise en place d'une législation spécifique sur le déplacement interne peut être un remède efficace. C'est-à-dire pour lui, pour résumer, il pense que l'état du droit actuel est insuffisant. Il faut donc élaborer une législation spécifique pour mieux encadrer, mieux couvrir la situation des personnes déplacées à l'intérieur. Il n'est pas seul à proposer cela, puisque déjà le protocole des Grands Lacs prévoit par exemple la transposition dans la législation de tous les États membres des principes directeurs sur les personnes déplacées à l'intérieur. C'est l'article 2 du protocole des Grands Lacs. Ces normes sont donc une référence clé et il est important qu'elles soient prises en compte ou même intégrées dans la législation nationale pour mieux protéger les personnes déplacées à l'intérieur. Il y a des pays qui l'ont fait, je prends l'exemple du Niger, qui a adopté une loi spécifique pour les personnes déplacées de l'intérieur. Donc, certes, il y a la convention de Kampala du 22 octobre 2009, mais pour rendre plus efficace cette convention de Kampala, lorsqu'elle est ratifiée, il est important que les États adoptent des législations spécifiques pour mieux assurer la protection des personnes déplacées de l'intérieur. Parce que la loi spécifique sur les personnes déplacées permettra de mieux asseoir une armature juridique efficace, susceptible de mieux répondre aux problèmes particuliers des personnes déplacées de l'intérieur. C'est pour ça que nous plaidons pour l'élaboration d'un cadre normatif au niveau national en vue de renforcer le système régional, international, mais aussi national de protection des personnes déplacées. Et surtout, en vue de rendre plus opérationnelle la Convention de Kampala sur les personnes déplacées à l'intérieur et enfin de reconnaître le caractère coutumier des principes directeurs comme faisant partie intégrante de son droit national. Oui. Si une telle législation est acquise, parce qu'elle est souhaitable, l'on peut donc dire que le pays disposera d'une base légale claire et adaptée. Et dans ce cas, il s'agit d'assumer une doctrine résolument téléologique, mais parfaitement respectée, en reconnaissant avec sincérité, c'est clair, que l'état actuel des instruments juridiques internes, internationaux, relatifs aux personnes déplacées de l'intérieur, est insatisfaisant. C'est pour ça qu'il est important de compléter le dispositif régional et international par une législation spécifique sur les réfugiés. Très important. La deuxième insuffisance que l'on peut relever est liée à l'absence des mécanismes institutionnels cohérents, opérationnels et efficaces. Il s'agit donc de reconnaître la situation lacunaire des mécanismes internes de protection et de contrôle des personnes, des droits des personnes déplacées à l'intérieur. Alors, actuellement, la Convention de Kampala prévoit quelques mécanismes, notamment
le mécanisme d'examen par les pairs de l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais je dirais que ces mécanismes sont notoirement insuffisants. On peut même dire la même chose à l'égard du Conseil des droits de l'homme, qui, à l'occasion de l'examen périodique universel, aborde aussi la question des personnes déplacées de l'intérieur. Mais comme nous le savons, les recommandations faites par le Conseil des droits de l'homme ne sont pas des recommandations, ne sont pas contraignantes. Vous voyez? Alors, pour rechercher donc l'efficacité de la protection juridique des personnes déplacées à l'intérieur, sur le plan pratique, il faut non seulement un cadre juridique, qui était donc deuxième problème. Troisième problème, c'est l'amélioration de l'approche civilo-militaire. Il me semble nécessaire de créer un mécanisme interne transversal et autonome de gestion des personnes déplacées. Un mécanisme transversal qui irait des civils aux militaires. Ce mécanisme, dans le cadre d'une loi spécifique, offrirait une interface opérationnelle par une forme de mutualisation et une rationalisation des activités qui sont diversement accomplies par une pluralité d'acteurs et une diversité de parties prenantes. Enfin, ce mécanisme spécifique prendra en charge la protection et la sécurisation des personnes déplacées victimes des crises et des conflits. Voilà pourquoi il est nécessaire de penser à l'élaboration de ce mécanisme spécifique. D'ailleurs, je dirais aussi qu'un tel mécanisme peut s'avérer très utile au regard des risques climatiques et environnementaux, mais aussi aujourd'hui on voit des crises sanitaires. Il faut donc y penser. On pourrait aussi imaginer que ce mécanisme soit complété par un fonds au profit des victimes, à l'image du fonds près de la Cour pénale internationale, ce qui donnerait d'ailleurs à l'ensemble des acteurs des moyens de pouvoir agir. Cette interface civilo-militaire permettra aux forces de défense et de sécurité, aux administrations publiques, aux agences humanitaires, aux partenaires techniques et financiers, aux ONG de la société civile, etc., de travailler ensemble, mais chacun connaissant son territoire et ses limites. Enfin, un tel mécanisme, s'il est bien structuré, pourrait également offrir des modes alternatifs de règlement des conflits liés aux questions, par exemple, d'accueil des personnes déplacées, les problèmes de réinsertion, les problèmes de terre, le problème de retour des populations, y compris les voies judiciaires. Donc voilà, donc, c'est pour ça que le texte est très important. Après des décennies de débats sur les instruments juridiques relatifs à la protection des personnes déplacées, nous assistons aujourd'hui à un renouvellement de la réflexion juridique sur la protection des personnes déplacées à l'intérieur, au point où une certaine doctrine cherche à lui donner une place prééminente dans l'architecture des droits de l'homme. Alors, regardons dans une deuxième partie quelle est l'efficacité de la protection des personnes déplacées de l'intérieur, à la suite des crises ou de conflits. À ce sujet, je dirais que la brutalité et la survenance des affrontements donnent aux populations un sentiment d'abandon de la part même de ceux qui sont censés les protéger de l'insécurité et de la violence. Vous voyez? Alors, comment s'opérationnalisent les principes directeurs et les règles de la Convention de Kampala? Nous pouvons soutenir l'idée qu'il y a là une opérationnalisation difficultueuse du cadre juridique relatif au déplacement des populations victimes de crises ou de conflits. Parce que les personnes déplacées qui fuient un conflit, une catastrophe ou la violence sont toujours dans une forme d'insécurité permanente.
Les femmes, je l'ai dit, sont souvent la proie des mauvais traitements et d'actes d'exploitation sexuelle. Il arrive que les enfants soient enlevés par les trafiquants ou enrôlés de force dans les groupes armés, etc. Il arrive tout simplement que les personnes déplacées se retrouvent sur un territoire qu'ils ne maîtrisent pas et pourtant à l'intérieur de leur pays et où il n'y a ni abri, ni eau, ni vivre. Certains endroits sont même hostiles parce que l'eau n'existe pas dans le pourtour du camp. Il faut parfois marcher pour aller chercher l'eau. C'est une situation difficile. Mais même lorsque ces choses élémentaires, c'est-à-dire l'eau, les vivres, les abris, tout ça, etc., existent, sont présentes, la soudaine affluence des personnes déplacées dans une région, parfois qui est déjà très peuplée, va entraîner des discriminations et des abus. C'est pour ça que se posent donc dans des situations comme ça des problèmes complexes de logement, d'accès à la terre, de cohabitation communautaire, etc., etc. Les déplacements des populations ont donc des conséquences catastrophiques pour les États, qui ne sont pas nécessairement en mesure de les aider, de les protéger et de leur offrir le minimum humanitaire dont ces populations ont besoin. En outre, en dehors des centres urbains ou périurbains, les endroits où les personnes déplacées se réinstallent fortuitement sont généralement mal préparés, sous-équipés et ne disposant pas parfois des moyens élémentaires comme les sanitaires, des choses comme ça. Donc, les déplacements de grande ampleur peuvent déstabiliser une région entière et surtout plonger le pays dans une forme d'insécurité. Nous avons des exemples de pays qui sont depuis des années dans une sorte de zigzag. Car même en temps de conflit, la population civile doit pouvoir mener une vie la plus normale possible. C'est-à-dire, la population civile devrait en particulier réchauffer ses ailes autant que possible, ça c'est conseillé. Mais il y a toujours des situations difficiles. Et c'est le lieu donc d'invoquer l'article 3 que j'ai indiqué, mais surtout l'article 17 du protocole 2, qui interdit expressement les déplacements forcés de la population. Cet article interdit. Et le paragraphe 2 de cet article 17 précise que les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit. C'est très important, cette règle. Vous voyez, donc, on peut, à partir de ces éléments, montrer la difficulté qu'il y a à invoquer les instruments juridiques qui existent face à une situation factuelle, fuyante. Quand bien même le contenu spécifique et les limitations demeurent incertains, l'on ne peut pas nier qu'il existe, en ce qui concerne le retour, un droit au retour, un droit à ne pas être déplacé existe aussi. Donc, vous voyez, il y a, c'est vrai, des fragilités normatives et organisationnelles que j'ai évoquées, mais cela ne veut pas dire que les textes n'existent plus. Il y a quand même quelques bribes, malgré les limites que nous venons d'évoquer. Alors, quelle peut être la contribution des parties prenantes et plus spécifiquement la contribution des forces de défense et de sécurité à la protection des populations déplacées victimes des conflits? C'est-à-dire, outre les questions proprement sécuritaires inscrites dans leur mandat habituel, les flux de populations déplacées sont un phénomène complexe qui pose beaucoup de problèmes à l'élaboration des politiques publiques.
Notamment, les questions comme l'accès difficulté au logement, à la terre, aux ressources en eau, sont des questions délicates. Parce que ces questions vont générer des différends entre communautés hautes, ceux qui accueillent, et les populations déplacées qui viennent. Oui. Cette situation crée des tensions parce que, en fait, il y a subitement une pression qui est exercée sur les ressources. Par exemple, l'accès aux terres pour pouvoir cultiver. Les besoins des populations internes de vivre dans un meilleur confort et de mener des activités économiques est souvent incompris. Parce que dans beaucoup de cas, les populations hautes perçoivent les populations déplacées comme étant des réfugiés. C'est-à-dire que la perception est celle des réfugiés, c'est-à-dire des étrangers, qui viendraient envahir le territoire. Mais c'est faux. Parce que ces personnes sont des citoyens du pays, ont donc la nationalité de ce pays. Ce qui est arrivé à leur vie, c'est qu'à un moment, soit ils ont été mis de côté, et ça a entraîné des frustrations, des discriminations. Puis, on aboutit à des situations de conflit, après des déplacements. Mais le fait de se déplacer à l'intérieur de son territoire national ne fait pas que ces populations deviennent des étrangers. Donc il y a déjà le fait de voir des gens qui ont fui un conflit et qui viennent avec quelques biens, souvent maigres, putain, mais les populations autres qui sont dans une situation de paupérisation perçoivent ça très mal. Et ça génère des conflits. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Et notamment autour de l'attribution des terres. Parce qu'il n'existe pas de mécanisme d'attribution de terres aux populations déplacées dans les localités d'accueil. Parce que ces populations-là n'ont pas l'argent pour acheter les terres là où ils sont, pour pouvoir cultiver. En outre, ces terres, lorsqu'elles sont attribuées, elles le sont à titre provisoire. Parce qu'on sait qu'en tant que déplacé, dès que la situation va se calmer, vous allez retourner dans vos villages ou dans votre ville d'origine. Or, et là, ça pose des problèmes. Oui, ça pose des problèmes. Par exemple, on peut attribuer aux populations déplacées des logements, qui sont souvent des logements provisoires. C'est une occupation provisoire. Mais le problème, c'est que parfois, après, les gens s'installent et les années passent, ne rentrent plus. Parfois, des générations se succèdent à l'endroit. Et donc, les nouvelles générations qui arrivent, qui sont nées dans les camps, considèrent qu'ils sont presque chez eux. D'abord parce qu'ils sont à l'intérieur de leur propre pays. Deux, parce que leurs parents n'ont fait que changer de région. Voilà. Mais il n'en reste pas moins qui sont à l'intérieur de leur pays. Donc ils se considèrent être chez eux, comme tous autres citoyens. Les maisons qui étaient provisoires sont souvent transformées et deviennent des maisons durables. Oui. Et les maisons qui ont été données gratuitement pour vivre, mais après tant de mois, le propriétaire ne peut plus récupérer sa maison, ben, il ne lui reste qu'à proposer un bail au lieu d'expulser. Alors là, naît une incompréhension, parce que celui qui vit dans la maison dit « on m'a donné la maison. Pourquoi vous voulez maintenant que je paye le loyer? Je n'ai pas l'argent pour le loyer. » Mais on ne vous a pas donné la maison. Vous êtes arrivés, vous étiez nombreux, on ne savait pas comment vous loger. Les responsables de l'État ont dû réquisitionner quelques maisons pour loger les déplacés. Mais ces maisons n'appartiennent pas à l'État, n'appartiennent pas aux déplacés. Vous voyez, ça crée donc des tensions entre les communautés hautes et les personnes déplacées qui, bien souvent, s'accaparent de ces biens. Cette situation
crée donc des problèmes au niveau des relations sociales entre les communautés. Et de cette cohabitation entre la communauté hôte et la communauté déplacée, de cette cohabitation découlent de nombreux problèmes qui sont aggravés par le fait que les communautés hôtes, vivant déjà dans la pauvreté, ne voient pas leur propre situation de pauvreté traitée par l'État ou les agences humanitaires. Ces populations hôtes ont le sentiment d'être oubliées ou doivent être dupées. Parce que les gens sont venus de loin, ils arrivent, ils sont pris en charge par l'État, ils reçoivent la nourriture de la part des agences humanitaires, mais les populations hôtes qui sont là depuis des mois n'ont jamais vu un seul sac de riz. Oui. Et du coup, les gens se disent, mais nous sommes du même pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont déplacés qu'ils méritent plus de droits que nous. Oui. Nous sommes au cœur de la conflictualité juridique relative à la situation des personnes déplacées. Oui, donc les gens se disent, mais pourquoi eux, pourquoi pas nous? Oui. Il faut également noter qu'il y a des problèmes aussi lorsque les populations déplacées retournent chez elles. Quand les personnes rentrent après des mois, voire des années de déplacement, ils viennent, ils trouvent que leur maison, leur domicile, sont occupés par des étrangers ou par des ex-combattants, dans la majorité des cas, et que les titres de propriété ont disparu, parfois brûlés. À ceci près que tout ça peut être encore aggravé par des situations des droits successoraux coutumiers qui écartent les femmes dans la succession au profit des hommes. Et cela se traduit parfois dans les interprétations fallacieuses qui sont parfois faites par certaines personnes mal intentionnées qui tentent de capter l'héritage d'autrui. Certains membres de la communauté qui sont restés sur place, qui n'ont pas eu la force de fuir, ou qui ont jugé que le niveau de violence était supportable, sont restés. Et souvent, ces personnes occupent les maisons de ceux qui sont partis, exploitent les champs, parfois exploitent les fermes, les petites fermes que les personnes ont laissées, etc. Donc, s'approprient tout. Et lorsque ceux qui sont partis reviennent, alors, ça crée une situation, parce que certains se disent, mais ils sont morts, on ne les voit plus. Et voilà que 2-3 ans après, on les voit revenir. Et ils savent qu'ils ont laissé leur maison au village. Et la maison est occupée malheureusement par d'autres personnes. Oui, donc ça crée des situations conflictuelles qu'il faut mettre en relief pour mieux comprendre la complexité de la situation des personnes déplacées de l'intérieur. Dans la pratique, les forces de défense et de sécurité interviennent parfois sur des sujets qui dépassent leur cadre. On peut évoquer les problèmes de la justice transitionnelle, les problèmes de l'égalité des sexes, les problèmes du rétablissement des moyens de subsistance, la protection de l'environnement, le logement. Il y a plusieurs questions auxquelles ces forces de défense sont parfois confrontés lorsqu'ils parfois sont interpellés, alors que ils n'ont pas eux-mêmes la compréhension difficile, juridique de ces situations. C'est pourquoi je dis que les dynamiques de déplacement interne constituent un enjeu majeur, lié à la nature et à la complexité même du phénomène. Il faut évaluer les effets sur la sécurité, le développement économique et social. Il faut avoir à l'esprit que la situation de confinement peut générer des maux plus importants pour le pays. Il faut avoir à l'esprit. Outre les capacités logistiques, il est important de renforcer les capacités informationnelles, notamment les forces de défense et de sécurité, en ce qui concerne le renseignement, parce que
gouverner, c'est aussi se renseigner. Il faut avoir le renseignement pour pouvoir prévenir certains maux ou faire assumer certaines responsabilités. Oui. Naturellement, la stratégie de renseignement peut emprunter plusieurs chemins. Le reste, c'est parfois une question de crainte. Mais, rappelons qu'au fond, la réussite des parties prenantes, et plus spécifiquement la réussite des forces de défense et de sécurité, est également tributaire de l'efficacité de la justice civile et de la meilleure protection qu'offrent les autres parties prenantes, compte tenu de la précarité dans laquelle peuvent se trouver les personnes déplacées de l'intérieur. Mais, dans beaucoup de cas, ces populations déplacées ne font pas ou plus confiance dans la justice de leur pays. Et lorsque les temps changent, on est suspicieux. Et également à relever la méconnaissance des lois et des procédures, les coûts et la distance des tribunaux ou autres lieux de justice, et surtout, ce que je viens de dire, la méfiance que l'on a vis-à-vis du résultat judiciaire, bien souvent compte tenu de sa dépendance à l'égard du pouvoir politique. Pour conclure, je dirais simplement que, au-delà de la diversité des situations et la singularité de chaque trajectoire nationale, la persistance des conflits en Afrique est source de déplacement des populations. C'est vrai qu'il y a des facteurs économiques, des facteurs sécuritaires qui jouent un rôle déterminant, à la fois comme enjeu et vecteur des conflits. Mais, disons-le clairement, que nombre de conflits qui provoquent les déplacements des populations restent liés au contrôle des richesses et des ressources naturelles. Même lorsque les parties prenantes, même lorsque les belligérants veulent nous faire croire qu'ils ont des objectifs politiques, mais si vous regardez bien, derrière leur surenchère politique, vous trouverez en fait la question de l'accès et de la gestion des ressources naturelles dans tel ou tel lieu du pays. Ces situations dangereuses qui résultent de cette mécanique conflictuelle qui est mise en place au travers de ces textes, vous avez là des flux de déplacés qui sont générés. C'est donc une façon de dire que trouver des solutions durables aux problèmes de déplacés de l'intérieur en Afrique, c'est aussi s'attaquer à tous ces facteurs qui sont des racines profondes des mouvements que nous apercevons en surface. Si vous voulez résoudre les problèmes des personnes déplacées à l'intérieur, il faut comprendre les causes qui ont poussé au déplacement. La cause immédiate, c'est peut-être le conflit, mais derrière le conflit, il y a beaucoup de problèmes auxquels il faut penser. Je vous remercie.